Imaginez la scène pendant que le monde la croit paisiblement retirée dans sa madrague, en train de profiter de la Méditerranée. La réalité est tout autre. À 91 ans, Brigitte Bardot reste une forteresse imprenable, une énigme qui refuse de s'éteindre. Oubliez l'image de la poupée blonde et docile des années 60. Celle qui vit, recluse à Saint-Tropez, s'est métamorphosée en une guerrière redoutable, prête à dégainer l'artillerie lourde contre quiconque ose défier sa morale radicale. Derrière la légende du cinéma se dissimule une vérité bien plus abrasive que le papier de verre. Bardot, c'est la morsure, avant l'aboiement. Qu'il s'agisse de monstres sacrés du 7e art ou d'éminents penseurs, nul ne peut prétendre à l'immunité face à ces foudres, des attaques souvent jugées d'une brutalité sans nom par le commun des mortels. Ce que nous allons vous raconter aujourd'hui plonge au cœur des failles d'un mythe vivant, une femme qui a troqué les caméras pour des mots tranchants, comme des rasoirs, abattant systématiquement ce qu'elle exècre. Mais attention, ce qui rend cette liste noire absolument captivante, ce n'est pas uniquement le prestige des victimes, c'est l'identité de la 6e femme. Cette dernière cible n'appartient ni au monde pailleté du cinéma, ni à celui de la chanson, mais gravite dans les plus hautes sphères vertigineuses de l'État français. Lorsqu'elle a atterri dans le viseur de Bardot, c'est la France entière qui en est restée bouche bée, stupéfaite par l'audace de l'attaque. Ne bougez pas car cette exploration des colères homériques de bébé dépasse largement le cadre du simple potin mondain. C'est le portrait d'une indomptable qui a juré de ne jamais baisser la garde, peu importe les conséquences. Le spectacle commence maintenant. En première position, Sophia Loren, une autre divinité, une autre légende vivante. Si Brigitte Bardot régnait en maître sur l'Hexagone avec son insolence sauvage et naturelle, Sophia Loren, elle était l'incarnation charnelle de l'Italie flamboyante. Une sensualité méditerranéenne explosive, faite de courbes voluptueuses et d'une sophistication qui traverse les âges, sans prendre une ride. En apparence, tout semblait unir ces deux monuments du cinéma européen. Elles étaient les deux faces d'une même médaille dorée, photographiées sous toutes les coutures idolâtrées et élevées au rang de déesses par des millions de fidèles à travers le globe. Pourtant, en 1994, une simple publicité sur papier glacé va provoquer l'une des éruptions volcaniques les plus mémorables de la Tropézienne. Cette année-là, la sublime Sophia Loren accepte de devenir l'égérie de la maison de fourrure Annabella. Sur l'affiche, elle resplendit enveloppée dans un somptueux manteau de vison sombre, sourire aux lèvres. Pour le grand public, ce n'était que du marketing de luxe, une image de prestige classique. Mais pour Bardot, c'était l'acte de trahison ultime, un crachat au visage de la cause qu'elle défend corps et âme. Fidèle à sa stratégie du choc frontal, elle ne s'embarrasse pas de diplomatie ni de coups de téléphone discrets entre stars. Elle saisit sa plume pour rédiger une lettre ouverte, une missive trempée dans le vitriol et diffusée par la presse internationale où chaque syllabe est aiguisée pour faire mal. C'est là que Bardot écrit cette sentence, devenue culte pour les défenseurs des animaux portés de la fourrure, c'est porter un cimetière sur ses épaules. La charge est d'une violence inouïe, presque insoutenable. Elle accuse sans détour sa consoeur italienne de prêter son visage glamour à une industrie barbare, de maquiller l'agonie sanglante des bêtes sous des couches de luxe et de vanité. Ce clash a littéralement coupé l'opinion publique en deux. D'un côté, les inconditionnels de la Lorraine scandalisés par ce manque flagrant de sororité et de tact. De l'autre, les partisans de Bardot, saluant celle qui osait enfin briser l'omerta du show business. Quant à Sophia Loren, fidèle à sa classe impériale, elle n'a jamais daigné répondre publiquement. Elle a opposé le silence comme arme et l'orgueil comme bouclier impénétrable. Mais ne vous y trompez pas, l'onde de choc de cette confrontation a laissé des cicatrices indélébiles. Avec cette première salve, Bardot envoyait un avertissement clair à la planète entière. Elle avait choisi son camp, celui de la fureur perpétuelle, et aucune célébrité aussi intouchable soit-elle ne serait épargnée par sa croisade. Passons au numéro 2, Jane Birkin.
Ce simple patronyme suffit à raviver la nostalgie d'une époque, celle d'une voix fragile au bord de la rupture et d'une silhouette androgyne qui a bouleversé les standards de beauté. Elle était la muse absolue de Serge Gainsbourg, la complice d'une rébellion douce et bohème qui venait bousculer les codes rigides de la bourgeoisie française. Cependant, pour Brigitte Bardot, Jane Birkin incarnait bien plus qu'une consoeur artiste. Elle était une blessure à vif, le rappel permanent d'une intimité volée puis exposée aux quatre vents. Ce contentieux profond et viscéral puise ses racines en 1967 autour d'un chef-d'œuvre sulfureux, la chanson « Je t'aime moi non plus ». À l'origine, c'est Bardot, alors au zénith de sa passion adultère et dévorante, avec Gainsbourg, qui enregistre ses soupirs d'amour sans équivoque. Mais terrorisée par l'ampleur du scandale imminent et mariée à l'époque au milliardaire Gunther Sachs, elle supplie le compositeur de mettre les bandes sous scellé. Gainsbourg accepte la mort dans l'âme, le cœur brisé. Quelques mois plus tard, une jeune Anglaise débarque et prend sa place derrière le micro, récupérant l'héritage. Le timbre chuchoté et tremblant de Jane Birkin se mêle à la voix grave de Gainsbourg, provoquant une onde de choc en France et propulsant le titre au rang de mythe planétaire. Bardot s'est senti dépossédé, amputé d'une partie de son âme, comme si cette autre avait usurpé non seulement sa mélodie, mais aussi sa place dans le lit de l'histoire. L'ombre de Birkin s'était glissée insidieusement entre les lignes du roman de Bardot. Mais le destin est facétieux, et des années plus tard, un autre symbole est venu raviver cette rivalité muette, le fameux sac Birkin de la maison Hermès. Devenu l'accessoire de luxe le plus convoité du globe, il représentait tout ce que Bardot vomissait. La militante n'a pas hésité à dénoncer publiquement les conditions d'élevage et d'abattage des crocodiles et alligators pour ces sacs ciblant directement l'objet qui portait le nom de son ancienne rivale. Aux yeux de Bardot, ce sac matérialisait l'alliance monstrueuse entre la vanité humaine débridée et la souffrance animale pure. Il y a dans cet acharnement quelque chose de paradoxal, presque tragique. Jane Birkin, figure d'une douceur et d'une sensibilité extrême, n'a jamais répondu à l'agressivité de Bardot par la haine. Elle incarnait une délicatesse qui contrastait violemment avec la fureur brute et sans filtre de Bibi. Pourtant, l'histoire les a liés à jamais par une chanson interdite et un sac à main controversé. En s'attaquant à Jane Birkin, Bardot ne combattait pas uniquement une image glamour ou une industrie. Elle affrontait le fantôme de celle qui, par le hasard des choses ou la force du destin, avait pris sa place sous les projecteurs, révélant combien il est difficile pour une idole d'accepter d'être éclipsée. Le numéro 3 se profile déjà, et cette fois, la menace ne vient pas de l'étranger, mais de la plus grande dame du cinéma français, Catherine Deneuve. Si Brigitte Bardot était le feu, une flamme sauvage, imprévisible et prête à tout carboniser, Deneuve incarnait la glace. Une beauté marmoréenne, mystérieuse, distante, qui fascinait autant qu'elle intimidait par sa froideur apparente. Ces deux femmes représentaient les deux pôles opposés de l'identité française, l'une solaire instinctive et charnelle, l'autre lunaire cérébrale et maîtrisée. Leur collision symbolique était écrite d'avance inévitable. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres fut un projet en apparence anodin. Catherine Deneuve a accepté de parrainer la promotion d'une nouvelle matière textile, l'Orilag, un tissu luxueux, conçu à partir de poils de lapin génétiquement sélectionnés. Pour les publicitaires et les industriels du luxe, c'était une innovation de pointe, une fierté nationale tricolore. Pour Bardot, c'était une abomination absolue. Elle, qui avait dédié son existence à la destruction de l'industrie de la fourrure, ne pouvait tolérer une telle caution venant du monument le plus respecté du cinéma hexagonal. Fidèle à sa légende, elle a décoché une flèche empoisonnée, une phrase d'une cruauté spirituelle qui a fait le tour des salons parisiens en un éclair. Bardot a déclaré « Faire de la pub pour une peau de lapin quand on a été peau d'âne, c'est vraiment triste. » La pique était d'une perfection machiavélique. En faisant référence au chef-d'œuvre de Jacques Demy qui avait divinisé Deneuve Bardot, souillait l'image féerique de l'actrice en la renvoyant brutalement à la réalité sordide de l'élevage intensif.
La presse s'est immédiatement emparée de la polémique, oscillant entre le rire jaune et l'indignation vertueuse. Certains ont salué le génie de la répartie, tandis que d'autres n'y ont vu que de la jalousie mal placée. Et Catherine Deneuve, impériale dans sa froideur légendaire, a choisi la même stratégie que Sophia Loren, le mutisme absolu. Elle n'a pas daigné répondre, laissant l'insulte flotter dans l'air, comme une fausse note, mais ce silence n'a rien effacé. Bien au contraire, il a donné une gravité supplémentaire à l'attaque. Avec cette phrase assassine, Bardot ne visait pas seulement une femme, mais une institution. Elle prouvait qu'en matière de défense animale, même la grande dame intouchable du cinéma français pouvait devenir une cible. C'était le choc des symboles, la passion dévorante contre la raison d'État, la nature brute contre la culture de salon. Numéro 4. Simone de Beauvoir. Après les paillettes du cinéma et les excès du rock, notre liste prend un virage inattendu beaucoup plus cérébral. Ici, nous ne sommes plus dans le duel de star à star, mais face à l'une des plus grandes intellectuelles du XXe siècle, qui décide de braquer son microscope analytique sur l'animal Bardot. Philosophe romancière, figure de proue du féminisme mondial et compagne historique de Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir incarne la rigueur de l'esprit, l'intellect pur, à des années-lumière, de la sensualité instinctive et du culte du corps que représente Bardot. À première vue, un monde sépare la philosophe de Saint-Germain-des-Prés de la naïade de Saint-Tropez. Pourtant, leurs trajectoires se sont percutées violemment en 1959, non pas dans la rue, mais sur le papier, à travers un texte devenu mythique, le syndrome Lolita. Dans cet essai retentissant, Beauvoir se penche longuement sur le phénomène de société qu'est Bardot. Elle décrit la jeune actrice comme la nouvelle incarnation de la féminité moderne, un cocktail explosif, mêlant innocence enfantine et provocation charnelle assumée. Une créature qui s'affranchit des codes étriqués de la bourgeoisie. Mais sous la plume acérée de la philosophe, ce portrait n'a rien d'un hommage flatteur. C'est une dissection froide, presque clinique, d'un spécimen rare. Beauvoir ne parle pas d'une femme faite d'émotions et de contradictions, mais d'un symptôme d'une construction culturelle abstraite. Elle analyse Bardot comme un entomologiste étudierait un papillon exotique épinglé sur une planche de liège dans un laboratoire. Pour Brigitte Bardot, ce texte fut vécu comme une condamnation sans appel, une déshumanisation insupportable. Se voir transformé en concept, en archétype sociologique, sous le regard condescendant de l'élite intellectuelle parisienne, c'était comme perdre son âme. Beauvoir l'avait figé dans une image qu'elle ne contrôlait plus, l'enfermant dans une prison de mots et de théories bien plus solide et étouffante que n'importe quel barreau d'acier. Durant toute son existence, la recluse de la Madrague s'est débattue comme une lionne contre cette étiquette réductrice, refusant d'être reléguée au rang de simple spécimen de laboratoire, une curiosité publique disséquée, froidement, au nom d'une idéologie intellectuelle. Pourtant, le duel tant attendu n'a jamais pris la forme d'un pugilat verbal direct. Bardot s'est abstenu d'invectiver frontalement l'autrice du deuxième sexe, et Beauvoir, après son analyse clinique, a choisi d'ignorer superbement l'actrice, l'effaçant de ses tablettes. Mais ne nous y trompons pas, un gouffre béant, un silence assourdissant s'est creusé entre ces deux monuments français. D'un côté, la philosophe de la rive gauche, incarnation, de la raison pure qui juge depuis sa tour d'ivoire. De l'autre, la passionnariat instinctive, écorchée vive, qui hurle sa douleur d'être scrutée en permanence. Avec l'entrée en scène de Simone de Beauvoir, la narration bascule et l'histoire gagne en gravité. Nous sommes loin, très loin, des crépages de chignons pour des couvertures de magazines ou des rivalités amoureuses banales. Il s'agit ici d'une collision tectonique, presque métaphysique, entre deux conceptions diamétralement opposées de la féminité. Là où certains intellectuels saluent une analyse brillante et lucide, d'autres n'y voient qu'une exécution sommaire, une réduction cruelle et injuste d'un être humain à un simple phénomène sociologique.
C'est précisément dans cet abîme d'incompréhension mutuelle que réside toute la tragédie bardolienne, le drame d'une icône planétaire, que l'humanité entière croit cerner, mais que personne, pas même les esprits les plus brillants de Saint-Germain-des-Prés, n'a jamais daigné essayer de comprendre réellement au-delà du cliché. Numéro 5. Marianne Faithfull, la muse déchue des Rolling Stones, survivante des paradis artificiels et des descentes aux enfers du rock'n'roll. Son timbre de voix rocailleux et brisé raconte à lui seul les cicatrices d'une existence consumée par les excès et la gloire toxique à des années-lumière de l'éclat solaire et sain de la Côte d'Azur. A priori, aucun fil invisible ne semblait devoir relier cet aristocrate britannique, ange noir du swinging London, à la bombe sexuelle française. Et pourtant, les fils du destin tissés par la célébrité mondiale et le goût de la provocation ont fini par provoquer une collision inévitable. Mais attention, coup de théâtre, pour une fois, ce n'est pas la passionnariat des animaux qui a dégainé la première. L'offensive est venue d'outre-Manche lancée par Marianne Faithfull elle-même. Au détour d'une interview accordée au début des années 2000, la chanteuse anglaise célèbre pour sa franchise brutale et son absence totale de filtre a lâché une sentence qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel médiatique européen. Avec un flegme tout britannique, elle a asséné. De toute façon, c'est un secret de polichinelle, nous savons tous que Bardot est une parfaite imbécile. Le verdict est tombé sec, tranchant comme une lame de rasoir, sans la moindre once de diplomatie. Oser traiter une légende vivante, un trésor national français, d'idiote, c'était pulvériser un tabou absolu. Pour Bardot, habitué à être l'archère qui décoche les flèches empoisonnées, recevoir une telle gifle en pleine face fut une épreuve inédite, se voir tendre un miroir, déformant par une paire, une autre icône de sa génération. Pourquoi une telle violence verbale? Peut-être parce que Faithfull, l'intellectuel du rock, ne voyait en Bardot qu'une caricature pathétique de la célébrité, une femme prisonnière de son propre reflet et de ses névroses obsessionnelles. Il est aussi fort probable que les prises de position politiques et sociales de Bardot, souvent qualifiées de réactionnaires et à contre-courant, aient heurté de plein fouet les idéaux libertaires d'une artiste qui a mené d'autres combats sur le front de la contre-culture. Quoi qu'il en soit, cette attaque frontale a levé le voile sur une zone d'ombre du mythe Bardot. Elle nous a montré une femme non seulement redoutée pour ses coups de sang, mais aussi secrètement méprisée par une partie de l'élite artistique de son temps. Évidemment, la presse à scandale s'est délectée de cette petite phrase assassine en faisant ses choux gras pendant des semaines. Jalousie mal placée d'une ex-gloire ou vérité cruelle que tout le monde pensait tout bas. Le plus fascinant dans cette affaire reste sans aucun doute la réaction de celle que l'on surnomme Bébé. Elle qui démarre habituellement au quart de tour, prête à sortir les griffes pour défendre un manteau de fourrure, est restée muette. Ce silence radio fut-il l'expression d'un mépris souverain? Ou plus douloureusement, l'incapacité de trouver la parade face à une attaque qui ne visait pas ses actes, mais l'essence même de son intelligence. Cet épisode marque une parenthèse singulière dans notre saga, c'est l'unique moment où Bardot quitte son costume de bourreau pour endosser malgré elle celui de la cible sans défense. Avec l'intervention de Marianne Faithfull, le récit s'assombrit, nous dévoilant une figure vulnérable, presque fragile, et nous rappelant cette vérité universelle, même les légendes les plus blindées peuvent saigner lorsqu'on touche au vif. Numéro 6, Brigitte Macron. Préparez-vous car voici le rebondissement ultime que personne n'avait anticipé. Après avoir égratigné le tout Hollywood, les divas de la chanson et les penseurs parisiens, la liste noire de Brigitte Bardot prend une direction totalement inattendue, donnant le vertige aux observateurs. Pour la première fois de sa vie, l'adversaire ne sort pas des coulisses du spectacle, mais des ors de la République. Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'État, la première dame de France, en personne. C'est le moment précis où l'ermite de Saint-Tropez franchit le Rubicon délaissant les pages People pour s'immiscer avec fracas dans les affaires de l'État, prouvant que sa rage sacrée ignore les protocoles et les frontières.
Si Bardot a passé des décennies à harceler chaque ministre et chaque président, sa rancœur sous l'ère Macron s'est cristallisée de façon spectaculaire et obsessionnelle sur la figure de l'épouse du président. Voir Brigitte Macron incarner aux yeux du monde le chic à la française, l'élégance professorale et la modernité tout en restant, selon Bébé, totalement sourde aux cris de la souffrance animale, représente pour elle le sommet de l'hypocrisie mondaine et politique. Dans des lettres ouvertes au vitriol et des sorties médiatiques explosives, Bardot n'a pas hésité une seconde à interpeller le couple présidentiel avec une familiarité déconcertante, accusant la première dame de fermer les yeux sur l'horreur sanglante des abattoirs et la barbarie archaïque des corridas, tout en se pavanant sous les dorures des palais républicains. L'onde de choc est massive. Nous ne sommes plus dans une querelle d'ego entre actrices vieillissantes. Nous assistons à un véritable bras de fer politique, une guerre d'images sans merci. En osant s'attaquer à l'épouse du président, Bardot désacralise la fonction suprême. Elle envoie un message clair à ses yeux: aucun statut social, aussi prestigieux soit-il, n'offre d'immunité diplomatique lorsqu'il s'agit de la cause animale. Le contraste visuel et symbolique est saisissant. D'un côté, l'ancienne gloire du cinéma vivant, en autarcie, au milieu de ses bêtes, le visage tanné par le soleil méditerranéen et les années. De l'autre, une première dame toujours tirée à 4 épingles, évoluant sous les lustres en cristal de l'Élysée. Cette offensive a suscité des réactions passionnées et contradictoires. Certains y ont vu une provocation gratuite et vulgaire, tandis que d'autres ont salué le panache d'une femme qui ne courbe pas l'échine devant le pouvoir en place. Mais une certitude demeure: en inscrivant Brigitte Macron sur sa liste d'ennemis, Bardot a prouvé qu'elle était prête à se mettre la République entière à dos pour donner une voix aux sans-voix. Elle a métamorphosé une figure d'élégance consensuelle en adversaire symbolique, clôturant sa fameuse liste par un duel au sommet de l'État. Au-delà du bruit et de la fureur des polémiques, l'existence de Brigitte Bardot nous offre une leçon magistrale sur le courage d'être soi-même et la puissance de l'engagement total. Elle nous enseigne qu'avoir une notoriété ne suffit pas. Encore faut-il avoir l'audace, voire la folie de l'utiliser comme une arme pour défendre une cause qui nous dépasse. Bardot a fracassé de ses propres mains la cage dorée de son image de sex symbole planétaire pour se dévouer corps et âme à la détresse animale, démontrant qu'il est possible de se réinventer radicalement au nom de ses valeurs, quitte à sacrifier son confort bourgeois et l'amour du public. Sa trajectoire fulgurante nous rappelle que la liberté véritable a un prix exorbitant, celui d'accepter de déplaire, de choquer les bonnes mœurs et parfois de finir seule dans sa tour d'ivoire. Mais elle démontre par-dessus tout que la véritable influence ne réside pas dans la quête désespérée du consensus mou ou de l'adulation perpétuelle des foules, mais dans la capacité à garder le cap de ses convictions envers et contre tous, même quand les vents sont contraires. En privilégiant une vérité rugueuse et inconfortable à la politesse hypocrite des salons parisiens, elle nous apprend que la réussite d'une vie ne se mesure pas à l'applaudimètre, mais à l'intégrité farouche que l'on parvient à maintenir face à l'adversité. En fin de compte, son héritage le plus précieux est celui de la résilience absolue, ne jamais laisser autrui définir notre identité, et toujours, quoi qu'il en coûte, placer l'éthique au-dessus de l'esthétique.